Nous voici dans la deuxième partie de la vidéo consacrée aux courbes pH. Donc nous allons appliquer tout ce que nous avons vu précédemment. Alors nous allons d'abord regarder le pH de départ. Le pH initial, ici vous voyez qu'il vaut 14. Donc le pH initial est plus grand que 7. Donc c'est la preuve que nous sommes en train de titrer une base. Alors, le pH diminue progressivement et puis on observe, comme chaque fois, le saut de pH qui va de 11,1 à 2,9. Alors, on mesure ce saut de pH, on trouve le milieu. Ceci représente le point à l'équivalence. On peut aussi le trouver avec la méthode des tangentes pour plus de précision. Lorsqu'on reporte le point d'équivalence sur l'axe horizontal, on trouve le volume à l'équivalence, c'est-à-dire le volume qu'on a ajouté goutte à goutte jusqu'à atteindre l'équivalence. C'est ce volume qui va nous servir pour nos calculs, pour trouver la concentration inconnue. On peut aussi reporter le point d'équivalence sur l'axe vertical. On trouve alors le pH à l'équivalence. Et dans notre cas, dans ce cas-ci, le pH à l'équivalence vaut 7. Alors, petit rappel de ce que nous avons vu précédemment. Lorsque le pH à l'équivalence vaut 7, cela signifie qu'on est en train de titrer soit un acide fort, soit une base forte. Comme on avait déjà déterminé qu'on titrait une base forte, on sait donc que ce titrage représente le titrage d'une base forte par un acide fort pour s'assurer que la réaction est complète. Alors pourquoi s'agit-il d'une base? Parce que le pH initial est plus petit que 7. Pourquoi s'agit-il d'une base forte? Parce que le pH à l'équivalence égale 7. Alors j'attire votre attention que c'est une courbe pH, donc il y a plein de valeurs de pH. Donc indiquez bien de quel pH vous parlez. Le pH initial, ce n'est pas la même chose que le pH à l'équivalence. Alors un autre intérêt de la courbe pH, c'est qu'elle va permettre de choisir judicieusement l'indicateur coloré que vous allez utiliser pour votre titrage. Alors, nous avons placé sur cette courbe pH deux indicateurs, les deux zones de virage de deux indicateurs. Donc la zone de virage de la phénophtaline et la zone de virage du méthylorange. Alors, que se passe-t-il? Au début du titrage, nous avons des valeurs de pH qui sont très élevées. Nous sommes donc au-dessus de la zone de virage de la phénophtaline. La phénophtaline est donc sous sa forme basique, elle aura la couleur rose indien. Arrivé à l'équivalence, le pH va passer d'une valeur de 11,1 à une valeur de 2,9. À 11,1, l'indicateur, la phénophtaline est toujours rose indien, mais une goutte après, le pH étant de 2,9, on est passé en dessous de la zone de virage de l'indicateur. L'indicateur se présente donc sous sa forme acide, incolore. L'indicateur a bien changé de couleur au moment de l'équivalence. Donc, comment choisir judicieusement un indicateur? Il faut que sa zone de virage, ici la phénophtaline, sa zone de virage va de 8,2 à 10, c'est sa zone de virage réelle, soit entièrement comprise dans le saut de pH qui va de 2,9 à 11,10. Le méthylorange peut être aussi utilisé. Donc, au début du titrage, de 14 à 11,1, nous sommes au-dessus de sa zone de virage. L'indicateur est sous sa forme basique, donc orange. Et puis, après à l'équivalence, la valeur passe de 11,1 à 2,9. Or, à 2,9, l'indicateur est plus bas que sa zone de virage. Il est donc sous sa forme acide rouge. Et donc l'indicateur est bien passé de l'orange au rouge au moment de l'équivalence. Sa zone de virage, vous le voyez, qui va de 3,2 à 4,4, est entièrement comprise dans le saut de pH qui va de 2,9 à 11,1.
donc il peut être utilisé pour ce titrage. Alors, un autre exemple. Voici une autre courbe de pH. Alors, on regarde le pH de départ. On voit que le pH de départ, c'est 2,8. Donc, le pH initial est plus petit que 7. Nous sommes en train de titrer un acide. On repère aussi, comme d'habitude, le saut de pH. Alors, le saut de pH fait à peu près 3,5. Donc, je prends la moitié. Voici mon point d'équivalence. Si je le reporte sur l'axe horizontal, je trouve le volume à l'équivalence. Donc, on a ajouté goutte à goutte 20 ml avant d'avoir l'équivalence. Pardon. On reporte ce point d'équivalence sur l'axe vertical et on voit que le pH à l'équivalence est plus grand que 7, à peu près 9. Donc, on reprend la synthèse précédente. Lorsque le pH à l'équivalence est plus grand que 7, on est en train de titrer un acide faible. Donc, il s'agit du titrage d'un acide faible par une base forte. Pourquoi un acide? Le pH initial est plus petit que 7. Pourquoi un acide faible? Parce que le pH à l'équivalence est plus grand que 7. Alors, la zone de virage, le saut de pH, pardon, le saut de pH va de 7 à plus ou moins 11. Donc, comment choisir un indicateur coloré? Il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage est comprise entre 7 et 11. Donc, prenons par exemple le rouge de cresol. Le rouge de cresol a un pK qui vaut 6. Sa zone de virage va donc de 7 à 8. Est-ce que 7 à 8 est compris dans le saut de pH qui va de 7 à 11? Alors c'est tout juste pour 7, hein, mais c'est bon. Et donc elle est bien comprise, donc c'est ok. On peut prendre le rouge de cresol comme indicateur pour ce titrage. Avant-dernier cas. Encore une courbe de pH. Le pH de départ, le pH initial est plus grand que 7, donc nous sommes en train de titrer une base. Nous retrouvons comme d'habitude le saut de pH et le milieu qui est le point d'équivalence. En reportant le point d'équivalence sur l'axe vertical, on trouve le pH à l'équivalence qui ici est plus petit que 7. Donc, nous sommes bien en train de titrer, c'est le titrage d'une base faible par un acide fort. Pourquoi une base? Parce que le pH initial est plus grand que 7. Pourquoi une base faible? Parce que le pH à l'équivalence est plus petit que 7. Voilà, on peut aussi trouver le volume à l'équivalence et choisir un indicateur coloré adéquat. Dernier cas, voici une courbe de pH particulière. Pourquoi s'agit-il d'une courbe de pH particulière? Parce que vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 sauts de pH. Alors, regardons d'abord le pH de départ. Le pH de départ est ici en bas. Donc, nous sommes en train de titrer un acide. Comment expliquer que cet acide ait 3 sauts de pH? Eh bien, il s'agit du titrage d'un acide polyfonctionnel. Et plus précisément, dans ce cas-ci, cet acide polyfonctionnel a 3 fonctions acides, puisqu'il a 3 sauts de pH, 3H. C'est par exemple le titrage de H3PO4. Alors,
seau de pH utilisé. Alors, si vous utilisez le premier seau de pH, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Si vous utilisez le deuxième seau de pH, ça veut dire que vous avez fait réagir l'acide phosphorique et vous avez enlevé 2H déjà. Voilà, vous avez déjà enlevé 2H. Il y a le premier NaOH a réagi pour enlever le premier H et le deuxième NaOH. Donc ça veut dire qu'ici, attention, le nombre de moles d'acide fois 2 est égal au nombre de moles de base. Il faut 2 fois plus de d'acide pour réagir avec la base. Donc dans ce cas-ci, si vous prenez le deuxième seau de pH, attention dans vos calculs, le nombre de moles d'acide fois 2 est égal au nombre de moles de base. Et pour le troisième seau de pH, le nombre de moles d'acide fois 3 est égal au nombre de moles de base. Donc c'est parfois plus facile de prendre le premier seau de pH parce que là vous êtes sûr que le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Puisqu'il n'y a qu'un seul H qui a réagi, donc il n'a fallu qu'une mole de NaOH pour une mole de H3PO4. Voilà, maintenant il va falloir attaquer les différents exercices.